Laissez. des- Là, attendez. Mademoiselle qui a dit la rivière, votre nom? Soukaina Eredi. Soukaina? Eredi. Soukaina Eridi. Tu as répondu en premier. Soukaina, راه دابا حنا في لي زالغ غير بنتي. On n'est pas في الماء. D'accord? D'accord, oui. Alors, votre collègue, l'autre un garçon, qu'est-ce que vous voulez dire? Au niveau des sols secs et désertiques. Moi, comment vous appelez votre nom? Reda Khnati. Reda Khnati. Oui. Alors, Reda, on est en train de parler du premier point. On dit les sols humides, où est-ce que je vais les chercher? Par exemple, si je vous dis, cherchez-moi des algues filamenteuses aériennes. Madame. Alors, vous avez lu le deuxième paragraphe. هذيك حاجة أخرى باقي ما وصلناش ليها. دابا حنا راه في السول humide. راه بحال قلت لك سول humide هذا قلتي لي غنمشي نقلب عليه في سول سيك. Les glaciers. Mademoiselle, sol humide. Les glaciers اللي عرفتي راه تيكون جامد. راه هذاك راه مازال سك. شي سول سك راه في الصحراء ولا في القطب الشمالي. Ça c'est sec. Madame, on peut les trouver dans les montagnes. Les montagnes, ça dépend. ولكن ماشي les montagnes اللي حدانا هنايا. مراكش تما il y a pas de c'est-à-dire la montagne ici c'est sec. C'est pas humide. La forêt, madame. Spécifié. Et tu vas dire au moins بعدا أوريكا. Oui, dans la région D'accord. Aurica, il y a beaucoup d'arbres, il y a une rivière à côté, et donc le sol qui est à côté, il est peut-être humide. Mieux encore, où ça? Essayez de donnez-moi d'autres exemples au Maroc. La forêt. Oui, dans les forêts. Ifrane, oui, très bien. Ifrane, c'est l'endroit idéal. On a des saisons régulières, on a de l'humidité qui est bien, beaucoup de végétation. Là, on a des sols humides. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, ne dites pas que je vais mettre de l'eau dans un sol et je vais ramener les cyanobactéries. Non. Même si je mets, par exemple, j'ai un jardin, si vous avez un jardin chez vous, et vous dites que je vais arroser cet endroit pendant une semaine et je vais trouver les cyanobactéries ou bien... non, vous n'allez pas les trouver. Il faut un endroit de nature qui est comme ça. D'accord? Ou bien, si vous avez un jardin que vous avez l'habitude tout le temps de laisser irriguer pendant plus d'un mois, 2 mois, vous pouvez trouver. Mais pour un endroit où vous vous amusez à l'arroser pendant une semaine, vous dites c'est un sol humide, maintenant ça fait plus d'une semaine, je vais trouver ces algues-là, peut-être que vous n'allez rien trouver. Donc on cible des endroits qui sont d'office humides. Et ce sont des algues filamenteuses qui vont pousser. Alors là, on va passer aux sols secs et désertiques. Les sols secs et désertiques, c'est au niveau des déserts, au niveau par exemple de Oukemden, cette saison, pendant la saison d'été et d'automne, on retrouve des algues généralement qui sont unicellulaires, parce que les algues unicellulaires, ce sont ces algues-là qui supportent la sécheresse. D'accord? C'est des conditions difficiles. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ce n'est pas comme le filament. Le filament, il a besoin de beaucoup d'eau. C'est pourquoi il aime les sols qui sont humides. Donc, ça peut avoir ces formes-là. Et vous avez des algues qui se trouvent au niveau de certains glaciers. Et les algues qui dominent dans les glaciers, ce sont généralement des volvocales. Et on parle à ce moment-là d'espèces cryophiles. Notez au niveau de votre glossaire, cryo, ça veut dire le froid. Phile, ça veut dire aimer. Donc, espèces cryophiles, ce sont des espèces qui aiment le froid. D'accord? Donc, des espèces qui aiment le froid. Et voilà les volvocales dans ces formes-là. Alors, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Donc là, ce sont aussi des algues aériennes. Ceux-là, on les trouve sur les troncs d'arbres et les rochers. À ne pas confondre avec les lichens. Sachez qu'on peut trouver des lichens qui ont ces formes-là, mais l'examen microscopique montre que ce sont des filaments d'algues. Parce que les lichens, en fait,
lorsqu'on va les étudier, ils sont constitués par 90% de champignons et uniquement 10% d'algues. Et généralement, l'examen microscopique des lichens montre plus de filaments de champignons. Les filaments de champignons sont très connus, ils sont très fins, etc. Et il n'y a pas de plastre, en fait, chez les champignons. Vous savez qu'ils sont hétérotrophes. Par contre, ici, l'examen pour s'assurer est-ce que ce n'est pas lichen, parce que des fois, il y a des lichens qui peuvent avoir ces formes-là. Donc, on regarde au microscope et on voit qu'il y a des plastres, qu'il y a des organismes cellulaires qui ressemblent à celles des algues. Et voilà. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont vraiment des algues qui appartiennent à Trinthépoliales, l'ordre des Trinthépoliales, et qui ont cette forme-là. Ils sont généralement orangés à jaunâtre, des fois même brunâtre. Lorsque le thalle est ancien, ça donne une coloration qui est brunâtre des fois. Donc là, c'est juste pour ceux qui sont curieux. Sachez que si on veut chercher des algues fossiles, on peut les chercher. Là, ce que vous avez, ce sont des algues incrustées de calcaire. Pourquoi on dit algues fossiles? Parce que les algues qui peuvent être facilement fossilisées, ce sont des algues qui n'ont pas une paroi pectocellulosique. Ils ont une paroi calcaire. Donc, l'algue meurt, mais c'est comme le coquillage, en fait. Le coquillage que vous voyez au bord de la mer, vous pouvez trouver un coquillage, le laisser dans un endroit, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez le trouver intact. La même chose. Et pourquoi? L'animal, il est déjà mort. Mais là, vous avez le coquillage. La même chose pour les algues microscopiques. Ils ont des parois calcaires. On va le voir en cours, le jeudi, Inch'Allah. On a des parois calcaires. On a des parois qui peuvent être siliceuses. Et les espèces qui ont ces types de parois-là meurent, mais laissent leur test ou bien leur paroi qui est comme ça. Et année après année, dizaines d'années, centaines d'années après centaines d'années, ça forme ce que vous voyez ici au niveau de cette photo-là. D'accord? Ça s'appelle des stromatolites. Ce sont des algues qui existaient il y a très longtemps et dont les vestiges existent toujours, qui ont une paroi qui est calcaire. Gymphlentia aussi. Les diatomites, ils ont une paroi qui est siliceuse. Diatomites, comme vous voyez ici ce monsieur, vous avez ici des rochers. Ces rochers, ils sont faits à base de diatomées. Comment on le sait? Tout simplement, après examen microscopique, on voit que vraiment là, ce sont des frustules de diatomées qui forment cette partie-là de rocher. D'accord? Là, c'est juste pour les curieux. Et là, vous avez la paléobotanique. Donc, c'est une discipline qui est relative soit aux algues, relative aux algues, ou bien relative aux végétaux supérieurs. Ça vous montre aussi l'ordre d'apparition des espèces. Par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, les stromatolites. Les stromatolites, ça existe au niveau de l'Afrique orientale. Pour ceux qui sont intéressés par la chose, donc essayez de chercher stromatolites à ce niveau-là. En Australie, Gymphlentia, etc. L'Amérique du Nord, vous avez Sphénotalus. Donc là, c'est juste pour les curieux qui aiment un petit peu la géologie. Et voilà, donc pour vous dire que vous allez peut-être revoir ces algues-là avec cet ordre d'apparition depuis les prokaryotes jusqu'aux eucaryotes. Donc ça, c'est pas très important, c'est juste culture générale. Maintenant, on va parler de l'intérêt des algues. Donc sachez que les algues, ils ont beaucoup d'intérêt. L'intérêt écologique, c'est que ils sont à la base de la chaîne trophique, donc ils sont producteurs de matière organique et d'oxygène. Et ils jouent un rôle très important dans la productivité des eaux continentales et océaniques. Ils participent aussi à l'auto-épuration des eaux. L'auto-épuration, qu'est-ce que ça veut dire auto-épuration? Ils épurent eux-mêmes. Oui, vous avez une question? Non, je voulais juste dire, ça veut dire quoi l'auto-épuration? L'auto-épuration, حاول تعطيني une définition. Là, je veux dire la définition. Ah oui, allez-y. Madame, l'auto-épuration, c'est comme si l'environnement nettoie lui-même. Il produit des antibactériens pour oui. protéger. Comment vous appelez, Ouldi? Knidiri. Toujours Knidiri. Alors, ici, là, si je nous dis comme si l'environnement. D'accord, je vais vous donner la parole. L'environnement épure lui-même. Environnement, c'est vaste. غادي تمشي لك كانت نقطة على
على جوج غادي نعطيك غير 0.75 حيت قلتي لي l'environnement. Mademoiselle, Madame, c'est éliminer la pollution et soigner l'eau. là, je préfère celle que Knidiri a dit. Il libère des antibiotiques ou là, c'est ça. Madame, oui, Madame, une autre personne. on peut dire aussi que c'est l'ensemble des processus biologiques de dégradation de la pollution. Oui, ولكن هنا lorsque je dis auto-épuration, auto هي lui-même. شكون هو هذا lui-même؟ فين هو لو سوجي؟ لي زالك فوالا هذه اللي ناقصه كنيديري هذه اللي ناقصه سينو كلشي عنده مزيان. شي بحال قلت لكم الادريسه ديال سميتو عطيتيني غير جو سي با عطيتيني الادريسه ولكن ما عطيتنيش السميه ولا العكس عطيتيني السميه وما عطيتينيش الادريسه. Donc il faut حيت auto épuration تنقولوا épure lui-même. كنيديري il a dit épuration de l'environnement. l'environnement اللي عرفتي شنو فيه الكنيديري راه فيه لي بلانت فيه الحيوانات فيه لي ميكرو اورغانيزم فيه لي شامبينيون لي باكتيري فيه pourrir اللي سميتو ملي غتقول لي اوبيراسيون دون لونفيرونمون اش غيحسب ليه باغ اكزومبل موا سي جو نو كوني ريان وكنتسنى منك انت تعطيني اون ديفينيسيون غتقول لي لوبيراسيون هي لونفيرونمون ملي كيبيري اش غنولي نقول غنولي اللي انا نشرح ليه نقول ليه شتي راه كلشي تي اوتو ايبيري الحيوانات الحشرات الانسكت السبع هذا نو يفو سبيسيفي وحتى في لي زالغ راه كيلكو زالغ با توت اللي معطيهم هاد لوتو ايبيراسيون. L'auto-épuration se fait par soit la libération d'antibiotiques légales Knidiri, soit par l'accumulation des toxines. Parce que les algues ont un pouvoir, les algues ont le pouvoir de fixer les métaux lourds, de fixer les toxines dans leurs parois. Au niveau de leurs parois, ce sont des algues qui fixent des métaux lourds. Et par conséquent, ils peuvent participer à leur diminution ou à la diminution de leur concentration dans le milieu environnant. Donc, pour répéter l'auto-épuration par les algues, ça veut dire que les algues auto-épurent eux-mêmes, soit par la libération des antibiotiques, soit par l'accumulation des toxines. Voilà, il y a la définition complète. Alors, l'intérêt économique, là, je vais vous parler ici du secteur d'application des algues. Donc, sachez que les algues, on vient juste de le dire, ils jouent un rôle écologique par la production de matière organique et d'oxygène, d'accord, et aussi par l'auto-épuration. On peut utiliser les algues aussi pour le chauffage, pour l'électricité. Sachez que donc c'est dans le domaine de la physique. Les algues se trouvent dans le domaine de la physique. Essayez de lire beaucoup de choses sur les algues. Le chauffage, pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de parler de photobioréacteurs. Les photobioréacteurs, ce sont des systèmes immenses de production des algues qui, en plus des algues, elles fournissent de l'énergie. Cette énergie, elle est convertie en chaleur. Et il y a 5 en Europe et même aux États-Unis qui chauffent au soleil. Qui chauffe eau à base d'algues. Chauffe-eau solaire, vous le comprenez. On a le chauffage de l'eau par le solaire. D'accord? Les paraboles solaires. Donc là, vous avez des chauffe-eau à base d'algues. Et ça s'appelle des photobioréacteurs. Aussi, vous avez la production d'électricité. Vous allez me dire, mais là, pour l'électricité, comment, madame? Sachez qu'il y a certaines algues, je dis bien certaines algues, pas toutes, certaines algues qui contiennent une substance qui s'appelle la luciférine. La luciférine, c'est une substance qui est responsable de l'éclairage, d'accord? Par des processus enzymatiques luciférage, je ne voudrais pas entrer dans les détails. Sûrement, vous avez vu les bandes dessinées avec des insectes et comme une lampe. Ça s'appelle les lucioles. Vous avez vu les dessins animés? Des petits insectes qu'ils montrent la nuit avec une certaine lumière. Vous avez déjà vu ça? Alors, ça, c'est pas par hasard. Alors, c'est pas bande dessinée. Ça existe. Parce que la luciférine, ça existe chez les algues, ça existe chez les insectes, ça existe aussi chez certaines bactéries. Maintenant, il y a des brevets qui sont déposés
pour éclairage de certains musées, par exemple, à travers la luciférine extraite à partir d'algues ou bien de bactéries. Donc, voilà pourquoi les algues peuvent être utiles pour la production de l'électricité et le chauffage aussi dans le domaine. Donc, c'est écologique et en même temps économiquement parlant, c'est moins coûteux. Dans le domaine de la chimie, dans la production des biomatériaux, le bioplastique, si vous entendez parler du bioplastique, il y a du bioplastique qui est fait à partir d'algues, le biocarburant, bien le biogaz, parce que sachez qu'il y a des algues qui sont très riches en lipides et qui peuvent produire du biocarburant. Sachez qu'il y a des voitures et des avions qui ont roulé grâce au biogaz à base d'algues. Essayez de lire aussi de ce côté-là, si vous êtes curieux. L'alimentation du bétail ou bien de l'homme, ça vous savez. Sachez que là, on consomme des algues, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a longtemps. On peut extraire des biofertilisants et des biopesticides à travers des algues. Comme vous avez dit, les algues, ils peuvent libérer des antibiotiques, donc ils peuvent libérer des substances qui peuvent tuer les champignons qui attaquent les cultures. Et aussi dans le domaine de la pharmacie, il y a certains médicaments qui sont à base d'algues. Et aussi dans le domaine médical. Là, vous voyez donc des algues qui sont séchées dans des herboristes en Asie, en Chine ou bien au Japon. Il y a beaucoup de algues qui peuvent consommer. La tara, oui. La tara, donc, on a des plantes médicinales, il n'y a pas de problème, زين. ولكن عندنا aussi 3500 km de côte. خصنا نفعلوا حتى البحوره ديالنا. La Méditerranée, on a plus de 600 espèces d'algues, dont 20 peuvent être utilisées dans l'alimentaire ou la cosmétique. Et les médicaments aussi. Oui. On peut trouver des algues toxiques, comme les champignons, comme certains champignons. راه كلشي حتى هادشي اللي كتاخذوا كاين لي فروي ماشي كاع لي فروي كيتكالوا. Par exemple, les petites baies comme des petites, je sais pas, comme des tomates cerises, toutes petites orangées. Donc, certaines plantes médicinales aussi sont toxiques, marines, etc. Donc, ici au Maroc, on a c'est-à-dire on a une connaissance et un recul sur les plantes médicinales. On les connaît très bien. On sait les toxiques, mais les champignons en Europe, ça pousse beaucoup. Ils ont une culture. Les champignons, les champignons toxiques, bien sûr, nous, on a 3500 km de côte et on a plus d'une vingtaine d'espèces pour résoudre les problèmes de santé. On a beaucoup de problèmes de thyroïde, beaucoup de problèmes de carence. Et voilà, donc on doit consommer les algues. Sauf que les algues, malheureusement, on les importe de l'étranger. Il y a peu de gens qui s'intéressent un petit peu à ça. Donc, voilà, donc on doit s'intéresser à ça. Regardez les problèmes de santé. Non, jamais de problème de thyroïde. Le problème de thyroïde, maintenant, ça commence à toucher même les adolescents, les jeunes enfants. Pourquoi? Parce que tout le monde n'aime pas ça. Le sel, même si on a mis de l'iode dans le sel, c'est une grande catastrophe. Le sel, d'abord, il est chimique et deuxièmement, il est volatile. Lorsque vous ouvrez le sachet, après un certain moment, il n'y est plus. C'est pourquoi lorsque vous marchez à côté de la côte, on dit essayez de bien respirer parce que vous respirez même de l'iode. L'iode, sous forme moléculaire, il est volatile. Pour qu'il soit fixé, il doit être organique. Organique, c'est-à-dire dans le poisson ou bien dans les algues. Donc, les Asiatiques n'ont pas de problème de santé parce qu'ils prennent que ce soit les poissons, que ce soit les algues. Nous, non. Les villes qui sont loin de la côte n'ont pas cette opportunité de respirer l'iode dans l'air et n'ont pas l'opportunité d'avoir une grande variété de poissons. Et voilà, on oublie. Et les enfants n'aiment pas. Ça y est, le sel, il contient de l'iode. Ça y est, donc c'est pas la peine que j'achète du poisson. Alors que le sachet, après un certain moment, toute cette iode-là va s'évaporer et on n'aura plus rien. Il y aura juste du sel normal.
Donc là, vous avez des compléments alimentaires, des gélules. Là, vous avez le sirop Gaviscon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un sirop qui contient un extrait à base d'algues. C'est lui qui a une propriété anti-inflammatoire. Et vous avez aussi des algues qu'on peut mettre dans des dentifrices et aussi dans le domaine médical parce qu'ils ont une activité anticoagulante. Là, c'est l'importance des champignons. Donc, sachez que j'ai tout à l'heure donc un autre groupe, donc on va essayer d'activer. Donc là, vous avez tous dit, vous êtes d'accord que les champignons sont hétérotrophes. Alors, si les champignons sont hétérotrophes, ils vont manifester et ils vont chercher leur matière organique de différentes façons. Il y a des espèces qui aiment la matière organique morte. On les appelle des champignons saprobies. Il y a des espèces qui aiment de la matière organique vivante. Donc, ce sont des champignons parasites. Ils vont parasiter, que ce soit un animal, que ce soit une plante, que ce soit un être humain. On a beaucoup de problèmes de peau aussi dus à des champignons. Donc là, ce sont des champignons parasites microscopiques. Il y a des champignons, par contre, qui sont symbiotiques. Symbiotes, donc ils créent des symbioses avec soit les algues, on parle de lichens, soit avec des racines de végétaux supérieurs, des mycorhizes, soit avec des bactéries. À ce moment-là, on parle de myxomycètes. Les lichens, j'ai dit tout à l'heure puisque les lichens sont composés par des champignons à 90%, donc eux aussi, ils aiment l'humidité. Donc, si je veux chercher les lichens, je vais dans un endroit qui est humide, que ce soit une forêt humide, que ce soit une falaise. Parce que la falaise, vous avez vu tout à l'heure, c'est le supralittoral. Le supralittoral, toujours, il y a un certain degré d'humidité, il y a les vagues, le balancement des vagues, il y a beaucoup d'humidité à ces endroits. Voilà, donc les lichens peuvent être cherchés là. Pour les mycorhizes, si je vous dis, allez me chercher s'il vous plaît des mycorhizes, on voudrait les étudier, on va aller creuser près des racines pour voir s'il y a des mycorhizes. Et bien sûr, des racines de pieds d'une forêt qui est dans un endroit humide. Mais si un pied sec, un endroit sec, de Okimden par exemple, je vais aller voir et creuser et trouver des mycorhizes. Non. Je peux les trouver juste au niveau d'un champ. Parce qu'au niveau d'un champ, s'il y a par exemple des arbres, etc., surtout les légumineuses, je ne sais pas, les lentilles, la fève, les pois chiches, etc., donc, ils sont nodulés, c'est-à-dire il y a toujours des racines avec des champignons, donc on peut trouver beaucoup de mycorhizes à ce moment-là. Et les champs sont toujours irrigués par l'agriculteur. Donc, cet endroit-là, on peut trouver des mycorhizes. Donc là, je voudrais rajouter deux autres facteurs qu'on trouve donc, chez les champignons. Les champignons, donc, ils créent ce qu'on appelle un équilibre. Un équilibre dans l'écosystème dans lequel ils vivent. Soit, par exemple, il se met en accord, en association avec une autre espèce pour fabriquer utile pour les deux, soit des fois, il trouve qu'il est dérangé par les espèces qui sont avoisinantes et il commence un petit peu à produire des antibiotiques. Et pour répondre aussi à ça, c'est pour les algues et aussi pour les champignons. Les champignons sont capables aussi de libérer des antibiotiques s'ils sont dérangés par des champignons qui sont toxiques à côté, s'ils sont dérangés, par exemple, s'il y a un déversement pénicillium, donc c'est une espèce de champignon à travers laquelle on a extrait la pénicilline. Et il y a aussi l'aspergilline qui est extraite à partir d'une espèce de champignon qu'on appelle Aspergillus. Et il y a aussi des espèces, sachez qu'on avait dit tout à l'heure que les champignons poussent dans les forêts, n'est-ce pas? Dans les forêts qui sont très humides, il y a pied à côté d'un pied, pied à côté d'un pied, et les champignons ne trouvent pas les pauvres où se développer. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère chez Chouillette les antibiotiques pour tuer les racines des pieds de quelques plantes qui sont à côté pour qu'elles puissent pousser. Donc ça s'appelle l'antagonisme. Donc ou bien on a une synergie, ou bien on a un antagonisme qui est le contraire de synergie. Alors la synergie, c'est quoi? S'explique par la production de facteurs de croissance. Là, j'ai donné un exemple de deux espèces, une espèce qui s'appelle Mucor mucedo et une espèce qui s'appelle Rhodotorula rubra. Mucor mucedo, elle produit une première moitié de la molécule de la vitamine B1. Rhodotorula rubra, elle fabrique comme par hasard l'autre moitié de la molécule B1.
Mycor, mycéto, tous les champignons, ils aiment les vitamines. Ils consomment les vitamines. Donc, Mycor ne peut pas se débrouiller toute seule avec la pyrimidine. Rhodotorula, elle aussi, il fabrique l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ils se mettent ensemble pour que les deux molécules, ou bien moitié de molécules qu'ils synthétisent, puissent s'accoupler, plutôt se réunir, se coupler pour donner la vitamine B1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça la synergie. L'antagonisme, c'est la production d'antibiotiques. Donc là, avec ça, j'ai fini avec les deux phénomènes. Là, je vais vous montrer juste des photos où on peut trouver les champignons. Donc, on peut les trouver sur le sol d'une forêt, ou bien, n'oubliez pas de voir aussi au niveau des troncs d'arbres. N'oubliez pas aussi de voir au niveau des troncs d'arbres qui sont arrachés. Regardez ici la photo à droite en haut, il y a beaucoup de champignons qui poussent. Et là, ce sont les champignons macroscopiques. Pour les champignons microscopiques, on va les trouver aussi dans le sol. Ici, c'est toujours dans une forêt bien développée, comme ils peuvent être aussi au niveau des écosystèmes aquatiques. Parce que les bactéries et certains champignons dans les écosystèmes aquatiques, ce sont eux qui transforment la matière organique en matière minérale, la décomposition de cette matière organique. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, ce sont des champignons parasites. Ça parasite les ongles, la peau, donc ça parasite l'homme. Ils ont besoin de la matière organique vivante. C'est pourquoi vous le trouvez chez les êtres vivants. Mais il y a des espèces comme ici, par exemple, pour le pain, ce sont des champignons saprobiques, c'est-à-dire qu'ils aiment la matière organique morte, parce que le pain, c'est de la matière organique morte, ce n'est pas du blé, c'est du pain confectionné à la maison, et donc c'est un aliment qui est mort. Donc sachez que des champignons aiment cette matière organique, ou bien sur des oranges. L'orange, elle est chez nous, par exemple, vous avez sûrement dû voir cette pourriture, ça s'appelle la pourriture verte, due à Pénicillium. Et au milieu, vous avez donc, au niveau d'un champ, aussi des fraisiers qui sont attaqués par un champignon qui s'appelle Botrytis. Voilà, donc ça provoque une maladie on parle de pourriture grise. Là, c'est juste le milieu de vie des lichens. Vous avez des lichens aussi qui peuvent être au niveau des troncs d'arbres, au niveau des rochers, au niveau du sol aussi. Là, vous trouvez des lichens qui sont brunâtres, ils ne sont pas mortes, mais c'est leur coloration qui est comme ça. Là, par contre, vous avez des colorations qui sont blanchâtres. On peut même trouver des lichens qui sont noirs comme ça, ou vertes, ou grises. Là, après ça, lorsque vous serez dans une forêt, vous allez sûrement faire attention à ceci. Ne dites pas que tout ce qui est noir, c'est peut-être, c'est pas du goudron, non, mais c'est tout simplement des champignons, plutôt des lichens qui peuvent être noirs. On peut trouver des lichens qui sont au niveau d'une clôture. Par exemple, là, c'est une clôture d'une ferme qui se trouve, ou bien d'une maison qui se trouve dans une forêt. Et voilà, donc vous avez des lichens. Là, c'est une citerne abandonnée au niveau d'une forêt. Là, des chaussures. Là, c'est une boîte. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, les lichens, est-ce qu'ils sont autotrophes ou hétérotrophes, les lichens? Autotrophes. Ils sont autotrophes, c'est pourquoi vous les trouvez fixés n'importe où. Ils n'ont pas besoin d'épuiser les sols, ils ne doivent pas. Donc, même si vous voyez ici des lichens sur le sol, ici et ici, ils ne puisent pas c'est-à-dire de la matière organique, etc. C'est juste de la matière minérale et partout le talent. C'est-à-dire, des fois, c'est pourquoi on a l'humidité. Dans l'humidité, dans l'air, on peut trouver aussi certains éléments. Et sachez que l'association algues-champignons, des fois, vous avez des algues qui s'appellent des cyanobactéries. Ils faisaient partie des algues. Les cyanobactéries hétérocystées, on va les voir en cours. Donc, ce sont des cyanobactéries qui ont certaines cellules qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique. L'azote atmosphérique, à l'intérieur de cette cellule-là, elle le transforme en nitrate. Le nitrate, c'est le nutriment qui est utilisé par ces algues-là ou bien par ces lichens-là s'ils contiennent des cyanobactéries. Donc, voilà. Avec ça, je vais finir le TD. Je vais juste vous parler ici comment on écrit le nom des espèces. Bientôt, on aura le TP. Et donc, là, il faut savoir comment on écrit le nom des espèces scientifiques. Vous avez ici en bas, donc je ne vais pas lire ce qui est en haut, vous l'avez au niveau de votre plan. Je vais attirer votre attention sur le dernier mot, regardez-le, Ulva lactuca. Vous, par exemple, votre nom et votre prénom,
vous écrivez les premières lettres majuscules, n'est-ce pas? Là, pour les noms latines ou bien les noms latins des espèces avec des noms latins, on écrit le nom du genre en majuscule, U avec majuscule, et le L de l'actuca minuscule. Je l'ai mis en rouge pour attirer votre attention. Et on souligne. Donc, toujours là, le nom des espèces, il faut l'écrire comme ceci. D'accord? Voilà, donc si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, n'oubliez pas l'introduction par laquelle j'ai commencé, c'est concernant votre présence, c'est obligatoire. Et faites en sorte à ce que la connexion ne se coupe pas le jour où vous aurez TP, parce que vous serez évalué. S'il vous plaît, assurez votre responsabilité. Essayez de voir un voisin, essayez de voir, je ne sais pas, une tante, un oncle, qui a une connexion qui est bien, ou bien un café pour les garçons, une terrasse tranquille où le débit il est bien. Essayez de faire un test avec un collègue et vous les filles avec vos collègues aussi pour voir si la connexion elle marche bien. Et pour ceux où la connexion n'est pas bien ou bien qui n'ont pas de connexion, essayez de vous débrouiller pour en avoir. Parce que lorsque vous voulez avoir de l'information, vous l'aurez. Vous le faites. Pour vous connecter avec vos amis, avec votre famille, vous faites l'impossible pour vous connecter avec vos amis. Donc, faites la même chose lorsque vous aurez une évaluation en TP ou bien en TD. Donc, voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois.